que vous m'écoutez convenablement? Oui, madame. Alors, c'est notre troisième séance du module ordonnancement des systèmes manufacturiers et de services. On est arrivé, selon le planning de cours que je vous ai déjà montré, à l'algorithme. On va voir aujourd'hui l'algorithme de Jones. Mais avant ça, je vais vous rappeler rapidement ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Alors, nous avons dit que l'ordonnancement, la fonction ordonnancement, c'est bien sûr une fonction logistique qui arrive juste après la fonction planification. Donc, si on revient au cours, dans l'ordre, on a révision, planification, puis ordonnancement. Donc, à l'étape de l'ordonnancement, tous les paramètres, si on revient ici, à l'étape de l'ordonnancement, tous les paramètres relatifs au produit, la nomenclature, les postes de charge nécessairement, c'est pas relatif au produit, les postes de charge ne seront utilisés pour le produit, les gammes de production, l'état du stock, toutes ces informations sont fixées. On ne va pas optimiser ces paramètres-là et on va travailler sur le résultat donné par le calcul MRP qui a donné des ordres de fabrication et des ordres de fabrication et des ordres d'approvisionnement. Nous, on va travailler pour l'ordonnancement sur les ordres de fabrication. Puisqu'on va fabriquer, donc on aura un atelier. Donc, on va supposer que nous avons une entreprise manufacturière. Hein. Sinon, on peut avoir même des entreprises de services pour l'ordonnancement. On va voir ça dans le cours. Donc, on a un atelier de fabrication composé par un certain nombre de postes de travail. Pourquoi dire poste de travail? Parce qu'on peut avoir des postes de travail manuels ou automatisés pour l'ordonnancement. Supposez que nous avons je préfère ne pas M1 pour machine, hein. M2, on va supposer que nous avons des machines, et M3 par exemple. Voilà, on a un certain nombre de machines et nous avons besoin aussi de connaître le layout de l'atelier. C'est pas directement utilisé pour l'ordonnancement, mais on a besoin de connaître comment l'atelier est organisé. D'accord? Donc nous avons besoin de connaître des informations sur l'atelier. Et nous avons les ordres de fabrication. Sous forme de quoi ces ordres de fabrication? Je peux les appeler ou bien des travaux, des ordres de fabrication, des travaux. Je peux les appeler des tout simplement. Ou bien on utilise le terme jobs pour l'ordonnancement. Un job, c'est un ordre de fabrication. Des ordres de fabrication, des travaux, des commandes ou des jobs. Donc, on va par exemple retenir la notation jobs et on va noter J1 jusqu'à Jn les ordres de fabrication que nous devons ordonnancer, si vous voulez. Donc, le problème d'ordonnancement est défini par l'atelier et la définition la connaissance des ordres de fabrication qu'on va appeler par exemple jobs. Le nom le plus utilisé, c'est le nom jobs. Et nous devons avoir des informations sur ce jobs-là. On doit connaître, on doit avoir des informations sur chaque job. D'accord? On va revenir à ces informations-là. Et on doit avoir un objectif
l'ordonnancement. Peut-être quoi cet objectif-là? Peut-être tout simplement terminer au plus tôt. Ça peut être une optimisation des retards tardiness. Ça peut être une optimisation de terminer au plus tôt, ce que nous avons appelé earliness. Ça peut être un temps de circulation. Ou bien quoi? On peut optimiser d'autres. Là, donc on a ou plusieurs objectifs à atteindre et ces objectifs-là dépendent des travaux. Donc on doit avoir des informations sur les travaux et à partir de ces informations-là, on peut éventuellement calculer les objectifs ou elle définir un objectif indépendamment des données sur les jobs. Par exemple, si le client fixe une date de livraison, indépendamment des informations sur les commandes, la date de livraison sera par exemple samedi 15 avril. Indépendamment, il n'a pas à connaître les informations sur les jobs. Je nomme les informations qu'on peut avoir sur un, euh, sur une commande, là, sur un job. Donc, au moins, si on a, si nous avons un minimum d'informations sur un job, on doit connaître au moins quoi? Le processing time, qui est la durée. Donc, au moins, on doit connaître la durée de chaque job. Et on va supposer que c'est par exemple. D'accord? On doit connaître la période. On doit connaître aussi, puisqu'on a parlé d'objectifs, le deadline, date de livraison. Voilà la date que nous avons appelée aussi une date promise. On doit connaître quoi d'autre? C'est quoi RI? RI, c'est ce que nous avons appelé Ready Time, c'est la date à partir de laquelle on peut lancer le job. Euh, quoi d'autre? On doit connaître aussi le, le CI, c'est l'abréviation de quoi? De completion time. On doit connaître le completion time qui est la date de fin. Si on veut placer ces données-là sur un axe de temps, l'axe de temps, il est où? Voilà. Donc, les données sur les tâches sont les suivantes. Donc, le processing time, la durée. Le completion time, c'est la date de fin. Le ready time, c'est la date à partir de laquelle on peut lancer la commande, c'est la date de disponibilité. Et le deadline, c'est la date fixée par le client pour la réception. Bien sûr, le deadline peut être avant le completion time, et là, on parle de retard. On peut avoir besoin de toutes ces informations en même temps, et là, on peut avoir besoin d'une ou deux informations uniquement. D'accord? Donc, on a des informations sur l'atelier, des informations sur les jobs et les objectifs qu'on cherche à atteindre. Dans le cas général, on peut travailler sur plusieurs objectifs pour un même problème d'ordonnancement. Pour notre cas du cours, on va travailler uniquement sur les problèmes mono-objectifs. D'accord? Donc, on va supposer toujours que nous avons un seul objectif à optimiser. On parle de problèmes mono-objectifs. On va supposer aussi que la file d'attente devant l'atelier est fixée avant de commencer l'algorithme d'optimisation, d'ordonnancement. Donc, les jobs, voilà, les commandes qui sont devant l'atelier, qui attendent à être exécutées, ne vont pas être modifiées au cours du temps. Et là, on parle d'ordonnancement statique, mais réellement, il y a aussi
un ordonnancement dynamique qui est plus complexe pour son application et généralement il est applicable en utilisant des logiciels parce que on ne peut pas travailler sur un ordonnancement dynamique avec un très grand nombre de jobs et en plus de ça, ce nombre est variable. Lorsqu'on parle de l'ordonnancement dynamique, on parle de la théorie de file d'attente, on parle de surtout simulation par des logiciels, par des outils numériques dédiés. Nous, on va travailler sur l'ordonnancement statique, c'est-à-dire pour un même problème d'ordonnancement, il n'y a pas de nouvelles commandes qui vont être introduites dans les calculs. D'accord? Une autre information qui est très importante, mais pas sur chaque job, mais sur tous les jobs en même temps, c'est la gamme de production. Donc, on a la gamme de production à ce niveau. Elle est fixée et on doit savoir la gamme de production. On doit connaître la gamme de production de chaque job. Je n'en ai la gamme de production, tout simplement, c'est l'ordre de passage de l'article du job sur chacun des postes. Par exemple, on suppose ici que les N jobs vont passer dans un même ordre M1, puis M2, puis M3, puis Mn. Donc, toutes les commandes ont une même gamme de production. Là, on parle d'un atelier en Flowshop, par exemple. Flow. On parle de Flowshop si tous les produits ont une même gamme de production. Sinon, on parle de atelier en JobShop. Ça veut dire quoi un atelier en JobShop? C'est-à-dire que les produits ont des gammes de production peuvent avoir des gammes de production différentes. Donc on peut avoir un produit qui passe sur M1 uniquement, le deuxième qui passe sur M1 puis M3 puis Mn, un troisième qui passe sur toutes les machines, etc. Donc on parle de job shop. On peut avoir un atelier avec des postes, des machines tout simplement parallèles. On peut avoir un atelier machine un seul poste de travail. On doit connaître aussi cette information pour pouvoir effectuer l'ordonnancement. L'objectif le plus commun, le plus utilisé pour l'ordonnancement, c'est ce que nous avons appelé next span ou encore max. On revient un peu à l'atelier pour présenter rapidement l'atelier. Donc on peut avoir un atelier à machine unique, poste unique dans le cas général, machine parallèle. Machine parallèle, c'est-à-dire que le produit peut passer sur n'importe quelle machine de ces M machines ici. C'est-à-dire que toutes les machines de 1 à M dans ce cas effectuent la même tâche, avec la même performance ou avec des performances différentes, des cadences différentes, voilà, des temps de cycle différents, mais les machines effectuent toutes la même fonction. Si les jobs ont un même cheminement, une même gamme de production, on parle de flow shop, même si l'atelier n'est pas organisé en layout linéaire, je peux avoir un atelier en layout quelconque, mais l'atelier il est en flow shop parce que tous les produits passent par un même ordre. Voilà, dans le cas général, on parle de atelier organisé en job shop. Le produit bleu passe sur M1 puis M4 puis M3. Le produit jaune sur M1 puis M2 puis M5 puis M6, etc. D'accord? Donc le job shop, le flow shop peut être organisé en îlots, cellules homogènes, en cellules en U, en S,
linéaire, donc on peut avoir n'importe quelle organisation, mais le type d'atelier est défini par la gamme de production des produits et non pas par l'organisation physique de l'atelier. Pour les critères de performance, donc on est en train de parler de ça, et je reviens ici pour les critères. On peut avoir principalement des critères liés au temps, puis on peut traduire ces critères-là en, en paramètres financiers, en argent. On peut avoir une optimisation du temps de circulation. Calcul, c'est le completion time, la date de fin de traitement, moins le temps de disponibilité. La date de disponibilité, c'est le temps de séjour du produit dans l'atelier. On peut travailler sur l'optimisation de ce flow time. Pour tous les paramètres, on peut travailler sur la valeur moyenne de toutes les commandes. On peut travailler sur une moyenne pondérée. On peut travailler sur une valeur maximale. On peut travailler sur la somme. On peut travailler sur n'importe quel indicateur calculé à partir de ce flow time. Voilà, temps de circulation ou bien encore temps de séjour dans l'atelier. Date de fin, moins la date de disponibilité. L'objectif, c'est bien sûr, puisque c'est un temps de circulation, c'est une minimisation des encours de fabrication. C'est pour dégager l'atelier principalement. Et je vous ai par exemple proposé l'exemple de les caisses pour les clients qui ont moins de 10 articles dans les grandes surfaces. Ça travaille sur le temps de circulation pour minimiser le temps d'attente des clients devant les caisses. Des retards algébriques, lateness, date de fin, moins le deadline. Après la fin de traitement, combien d'unités de temps le produit va rester dans l'atelier jusqu'à la livraison, le deadline ici, la date promise. Je peux travailler sur des tardiness, مش lateness, tardiness, des retards. مش écart algébrique qui pour le tardiness, la différence, c'est une valeur qui peut être positive, négative ou nulle. Là, c'est une valeur algébrique. Pour les retards, c'est ou bien je suis en retard ou bien pas. Donc, c'est une valeur supérieure ou égale à 0. C'est égal à 0 si je ne suis pas en retard. C'est strictement supérieur à 0 si je suis en retard. Par la même logique, je peux travailler sur la production à l'avance, earliness. Et là, on va inverser l'équation, on va multiplier par moins 1 parce que le completion time sera avant le deadline et donc on va avoir éventuellement un stockage, des coûts supplémentaires de stockage. On peut travailler sur la date de fin d'exécution de la dernière tâche. Donc, nous avons ici dans l'exemple 4 tâches. On peut travailler sur ce que je vous ai donné. On l'a appelé MakeSpan ou la CMax. C'est la date de fin de traitement de la dernière tâche de tous les problèmes d'ordonnancement. Et c'est le critère le plus utilisé pour les algorithmes d'ordonnancement. Là, donc, si nous avons ces informations-là, on peut dire que nous avons défini le problème d'ordonnancement, les données nécessaires pour un problème d'ordonnancement et d'une façon normalisée, un problème d'ordonnancement est toujours représenté sous forme de alpha, bêta, gamma séparés par un voilà. Qu'est-ce qu'on met dans alpha? Qui se rappelle du fait? Qu'est-ce qu'on met dans alpha? Type d'atelier. C'est la description physique de l'atelier. C'est le type et le nombre de machines. Ici, par exemple, si on parle d'un atelier en job shop, on va dire que alpha égale à combien? Un atelier en job shop, alpha sera égal à combien? J4.
machine. Si c'était en flow shop, ça sera F4. Si tous les produits ont la même gamme de production, ce sera F4. Si c'était une machine unique, ce sera 1, tout simplement. Si c'est parallèle, c'est P4, etc. Dans bêta, on met les paramètres dont nous avons besoin pour optimiser le critère d'optimisation qui doit être mis dans gamma. Par exemple, ici, on va optimiser, on va revenir à bêta, on va optimiser Cmax, par exemple. Voilà, on va optimiser un retard maximal. On va optimiser le retard maximal. Pour pouvoir travailler sur les retards, on doit connaître toujours, quel que soit le critère, on doit avoir l'information sur le processing time. On doit connaître la durée. Et dans ce cas, puisqu'on parle de retard, on doit connaître aussi le deadline pour tout simplement connaître si je suis, pouvoir calculer si je suis ou pas en retard. Donc, ce problème, c'est l'optimisation du retard maximal d'un certain nombre de jobs. On ne met pas le nombre de jobs dans la définition du problème. D'un certain nombre de jobs dans un atelier organisé en job shop, c'est-à-dire les jobs n'ont pas la même gamme de production, formée par 4 machines. Et pour faire ça, nous avons besoin du processing time et du deadline. Pour le alpha et le gamma, on doit toujours avoir des informations dans alpha gamma. Bêta, par contre, peut être vide. Si bêta est vide, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je ne dois connaître que le processing time. Intéressé. Ça ou ça, c'est la même chose. Les deux écritures sont les mêmes parce que on doit au moins connaître le processing time. Pour alpha et gamma, on ne doit avoir qu'un seul paramètre, alors que pour bêta, la case réservée pour bêta peut être vide, peut contenir un ou plusieurs paramètres. D'accord? Donc, tout problème d'ordonnancement peut être présenté sous forme normalisée alpha, bêta, gamma. Dans alpha, on met la description physique de l'atelier, type et nombre de machines. En gamma, on met l'objectif, max, maxpan, date de fin de traitement de la dernière tâche, Fmax, le temps de circulation maximal, completion time and deadline. UI, on n'a pas parlé de ça. Généralement, on optimise la somme des UI, c'est le nombre de tâches en retard. On a vu ça dans l'exemple de calcul des règles de priorité. Et dans bêta, on met les contraintes ou les paramètres dont nous avons besoin pour travailler ce problème d'ordonnancement. Bêta peut être, je ne sais pas si j'ai écrit ça. Voilà, bêta peut être vide ou encore contenir plus qu'un paramètre, contrairement à alpha et gamma. D'accord? Et nous avons pris quelques exemples ici. Une machine unique pour optimiser la somme des tâches en retard, on a besoin du deadline et du processing time. Ici, pour optimiser le lateness, pour minimiser le retard, on a besoin du deadline pour une machine unique ici. Par exemple, ici, j'ai 3 Cmax, atelier en job shop formé par 3 machines et on veut optimiser le max. D'accord? Et nous avons travaillé sur un exemple. D'accord? Connaissant toutes ces informations, on a écrit le problème sous forme de alpha, bêta, gamma. On peut donc, à partir de ce moment-là, choisir l'algorithme ou encore la règle de priorité utilisée pour calculer l'ordonnancement. On va choisir ou bien un algorithme ou bien une règle de priorité. Quand est-ce qu'on travaille sur des algorithmes? Quand est-ce qu'on va choisir? On dit qu'on va choisir un algorithme, et quand est-ce qu'on va choisir une règle de priorité? Et la règle de priorité, c'est un cas particulier d'algorithme. Mais si nous travaillons sur un atelier formé par une machine unique,
On parle plutôt de règles de priorité et pas d'un algorithme. Et les règles de priorité sont la base des algorithmes. On va voir ça à partir de cette séance-là sur l'algorithme de Johnson. D'accord? On choisit un algorithme et une fois nous avons choisi l'algorithme, on peut effectuer l'ordonnancement. Le résultat de l'ordonnancement, c'est quoi? Le résultat de l'ordonnancement. Maintenant, on va voir quelques algorithmes d'ordonnancement. Le résultat sera quoi, toujours, pour l'ordonnancement? C'est quoi l'objectif? C'est quoi l'objectif d'un ordonnancement? C'est mettre dans l'ordre les jobs, on t'a proposé un ordre de passage des jobs devant les équipements. Et pour chaque job, on va calculer la date de début et la date de fin. Ici, par exemple, on va supposer il y a 3 jobs et 2 machines, par exemple. 3 jobs et 2 machines. 3 jobs et 2 machines. Il y a J1. Par exemple, G2. J1 sur M2. بعد عندي J2, J3, J4, J6, J7, il n'y a pas une contrainte sur ça. Si j'ai fait ça, c'est que l'atelier en Flowshop ou en JobShop. Si l'ordonnancement commence à est-ce que c'est un Flowshop ou un JobShop? Machine. Un, deux sont des machines. Flowshop, madame. C'est un Flowshop, oui, très bien. Je dois attendre la fin de traitement du job sur la première machine pour le lancer sur la deuxième machine et entre-temps la machine M2 est en attente. Donc sinon si c'était un job shop, c'est-à-dire il y aura un autre job qui peut être lancé sur M1 sans temps d'attente. D'accord? Donc le résultat c'est un Gantt. Généralement on représente les résultats de l'ordonnancement sous forme de tableau ou elle sous forme d'un diagramme Gantt qui me donne les dates de début et de fin de chaque job. Comme résultat, l'algorithme dit J1, puis J3, puis J5, J4 par exemple, J4, puis J2. L'algorithme va me donner un ordre de passage des jobs qui va optimiser le gamma que nous avons fixé. Puis, on va calculer les dates de début et de fin de chaque job et par la suite de la date de fin de traitement de tous les jobs. D'accord? Donc, en partie 2, nous allons dans les règles de priorité. Lorsque nous avons une machine unique, on parle de règles de priorité. Les règles de priorité les plus communes, les plus utilisées, on a la règle FIFO, c'est une règle équitable, mais qui n'optimise généralement aucun critère je ne vais pas entrer dans les détails pour les règles de priorité, puisque nous avons déjà discuté ça pour longtemps la dernière séance. Il y a le SPT, Shortest Process Time, voilà, le temps opératoire le plus court. C'est le fait avant de lancer l'ordonnancement, commencer par le job qui a le temps opératoire le plus court. Donc, on commence à mettre dans l'ordre les jobs selon leur temps le plus court. La méthode TOC, c'est une méthode, on va voir, qui optimise la plupart des critères d'optimisation. Ça optimise la majorité des algorithmes utilisent la règle de priorité TOC. Donc, c'est une règle de priorité importante qui optimise plusieurs paramètres, mais qui ne prend pas l'inconvénient de cette règle-là, surtout que ça ne prend pas en considération la date promise. Donc, ça travaille sur le processing time et néglige la date promise. Donc, on risque, si on applique uniquement
Voilà, un algorithme qui se base uniquement sur le temps opératoire le plus court, euh, on risque d'avoir des retards. On peut donc travailler, si on va travailler sur les retards et non pas sur les temps, sur le processing time, on peut travailler sur ce qu'on appelle la date promise ou elle a le EDD. On utilise beaucoup ce terme EDD, Earliest Delivery Date, c'est la date promise la plus proche. On peut travailler sur, voilà, on doit même travailler sur ce critère si on cherche à optimiser des retards, minimiser des retards. Et l'application de ce critère-là, c'est un peu le juste à temps que nous avons vu en ligne. C'est un peu l'application du juste à temps. Mais si on va travailler uniquement sur la date promise, euh, on peut avoir deux jobs qui ont une date promise pour demain, pour vendredi. Emma j'ai un job qui nécessite une journée de travail et l'autre qui nécessite 2 journées de travail. Donc l'année, on ne peut pas travailler uniquement sur la date promise, mais sur la date promise et la période qui me sépare maintenant, de la date actuelle de la date promise. Et là, on peut parler de cycle. La période, plutôt la durée le processing time. On utilise en même temps la date promise et le processing time. Et là, on parle de slake, c'est-à-dire une marge entre la date promise et le moment actuel, disons le moment roi, mais combien il me reste de temps en considérant en même temps le deadline et la durée. Donc, on va lancer en premier pour deux tâches qui ont la même date promise, la tâche qui a le temps opératoire le plus long, en plus de ça. Ça, c'est mieux que la date promise, parce que ça prend en considération aussi la durée, mais il y a mieux pour les retards, c'est ce qu'on appelle le ratio critique. Et ce ratio critique utilise en même temps la date promise, la durée de l'opération, c'est-à-dire la durée de la commande, et la date qui sépare, la période qui sépare la date promise de la date actuelle. Donc la durée qui me reste pour la livraison. Le ratio critique utilise 3 paramètres et non pas uniquement 2, et ça a été démontré que c'est la meilleure règle de priorité pour l'optimisation des retards si on travaille sur une machine unique. On parle de règles de priorité. Les règles de priorité sont utilisées si nous avons une machine unique, en machine unique. On peut définir des équations pour des critères de performance personnalisés. Par exemple, dans l'exemple que nous avons traité la dernière semaine, nous avons calculé ce que nous avons appelé temps moyen dans le système comme étant la somme des dates de fin sur le nombre de commandes. Le nombre moyen dans le système, c'est la somme des dates de fin divisée par la durée de travail. Les retards moyens, c'est clair, c'est les retards cumulés, la somme des retards divisée par le nombre de commandes. Et on a calculé aussi le nombre de commandes en retard en se basant sur cet exemple-là. Nous avons considéré un problème d'ordonnancement qui est formé par 6 jobs et nous avons les informations sur la durée de traitement, le processing time et le deadline. Si on veut présenter sous forme de... Et nous avons des objectifs, nous avons travaillé sur ces 4 objectifs-là. On va calculer l'objectif pour chaque règle de priorité, les 4 objectifs pour chaque règle de priorité. Si je vais présenter ce problème sous forme de alpha, bêta, gamma, ça va être comment? Alpha égale à combien? Alpha égale à 1 parce que c'est une machine unique. Bêta, on dispose de quelle information sur les jobs? PI, DI, le processing time et le deadline. Ou le gamma, les objectifs que nous avons définis ici. Donc, le retard, par exemple. Et on a appliqué la règle FIFO au PEPS, premier entrée, premier servi, DUG, deadline et ratio critique. On a commencé par exemple par le PEPS et nous avons dit que je vous conseille, chacun a sa façon de présenter les données, je vous conseille de mettre toujours le début et
la date de début et la date de fin, de part et d'autre de la durée pour ne pas se tromper, le retard juste après la date promise. Et nous avons dit que le début de la première tâche, c'est un t égale à 0, sauf indication. C'est qu'on doit attendre par exemple 5 jours, on commence à t égale à 5. Mais à défaut, on commence à t égale à 0 et on garde ici, puisque c'est la règle FIFO peut être basée sur des dates, sur des heures de réception, ou à la puisque le seul ordre dont nous disposons, c'est l'ordre alphabétique. Donc, on va supposer que l'ordre FIFO, c'est l'ordre alphabétique AB jusqu'à F. Donc, la commande A commence à t égale à 0, dure 2 heures, termine à t égale à 2, doit se terminer selon la demande de client à t égale à 7, donc je n'ai pas de retard. Je peux lancer le document B que si la machine est disponible. La machine est disponible à t égale à 2. Si on me dit qu'il faut attendre une journée d'entretien, ou une demi-journée d'entretien pour lancer la deuxième commande, on commence à t égale à 2,5 par exemple. Donc, ici, on n'a pas de temps d'attente, on n'a pas de temps de transfert aussi. Donc, B commence à t égale à 2, termine à t égale à 10, elle n'est pas en retard aussi. Pour C, commence à t égale à 10, termine à t égale à 14, et j'ai 10 jours de retard parce que la date promise est égale à 4. On continue comme ça jusqu'à la fin. Ici, nous avons besoin des sommes des dates de fin. Donc, on a calculé la somme des dates de fin, on a calculé la somme des durées, on a calculé la somme des retards. On peut donc calculer les paramètres, voilà les critères d'optimisation que nous avons définis. Nous avons 4 tâches en retard. La remarque sur le calcul du retard moyen, on doit calculer le retard moyen comme étant la somme des retards divisée par le nombre total de commandes, y compris les commandes qui ne sont pas en retard, bien sûr. Il ne faut pas se tromper sur ça. Ça, c'est pour la règle FIFO. Pour la règle, on commence avec les mêmes données, mais avant de lancer l'ordonnancement, on doit mettre dans l'ordre les documents selon la durée, un ordre croissant, c'est-à-dire commencer par la commande qui a la durée la plus courte. Ici, c'est la tâche A, puis la tâche C, etc. Donc, on doit ordonner, trier les commandes par date, par processing time. La règle, c'est temps opératoire le plus court. Et on fait de même pour le calcul. Bien sûr, les données vont changer, date de début de fin, les retards vont changer, et les sommes aussi. Vous pouvez remarquer que les sommes ici ont changé par conséquence. Et on va calculer les paramètres ici. Après, pour la date promise, on va ordonner les commandes, non plus sur la durée, comme fait la règle du TOC, mais plutôt par date promise. On commence par bien sûr la date promise la plus proche. On recalcule les données. On calcule aussi les paramètres. Donc, pour les 3 règles de priorité, FIFO, date promise et TOC, on a effectué l'ordre en une seule étape. Une seule itération me donne tout l'ordre, l'ordre de toutes les commandes. Le ratio critique est une règle de priorité qui nécessite un travail itératif. Et chaque itération va me donner un job. La première itération la première commande à lancer, la deuxième itération va me donner la deuxième itération à lancer, et ainsi de suite jusqu'à terminer toutes les commandes. L'équation qu'on va utiliser est toujours celle-là. Ratio critique égale date promise moins date actuelle sur la durée de l'opération. Et on va calculer ce ratio critique pour chaque document dans ce cas, pour chaque commande dans le cas général. Est-ce que la date promise change, à votre avis, d'une itération à une autre? La date promise, est-ce que ça... Non. Non. Est-ce que la durée change? Non. Le seul Non. paramètre qui va être modifié d'une itération à une autre, c'est la date actuelle. Par défaut, on commence pour la première itération par une date actuelle t égale à 0, sauf indication toujours.
Et donc, le ratio critique du document A sera sera égal à combien, le ratio critique ici? 7 moins 0 sur 2. Voilà, ça sera 7 moins 0 sur 2 tout simplement, et on calcule de même pour le reste des commandes. Et on va dire pour cette première itération que la première commande à lancer sera celle qui a le ratio critique le plus faible. Dans ce cas, ce sera la tâche C. C'est Voilà, tout simplement, c'est tout ce que je peux dire. Donc on va lancer en premier la tâche C. Après, on va supprimer cette tâche parce que c'est déjà classé, c'est déjà donné. Et on va recalculer, le ratio critique. Quand on va recalculer ce ratio critique, on va changer la date actuelle. Pourquoi c'est devenu 4 la date actuelle? C'est la date de fin de traitement de la tâche C. Actuellement, j'ai commencé à t égale à 0. Actuellement, je suis à t égale date de fin de traitement de la tâche C qui sera exécutée en premier. Donc, la nouvelle équation va considérer la date actuelle comme égale à 4. Donc, ce sera 7 moins 4 sur 2. Et on continue de même pour le reste pour calculer le ratio critique, bien sûr, pour le reste des commandes. Et la deuxième tâche qui va être exécutée juste après le C, ce sera la tâche qui a le ratio critique le plus faible pour la deuxième itération. Dans ce cas, je pense, c'est F, oui ou non? C'est F, oui. Donc, la séquence va commencer par C, puis F. Et la date actuelle devient combien? Devient 16. 16, qui est égal à 4, qui est la durée de traitement de C, et 12, qui est la durée de traitement de A. Et on continue ainsi jusqu'à trouver tout l'ordre de passage. Là, vous allez trouver CF, vous pouvez vérifier bien sûr, CFAEBD. On calcule les mêmes critères d'évaluation et on termine pour le ratio critique. Donc, le ratio critique, c'est une méthode itérative, c'est une règle de priorité qui est appliquée de façon itérative, c'est-à-dire chaque itération va me donner une commande, un ordre. D'accord? Et si on veut récapituler ce que nous avons calculé pour les 4 règles et les 4 paramètres, on va trouver ça. Si je vous pose la question, quelle est la meilleure règle de priorité? Est-ce que vous pouvez répondre là? Oui, Quelle est la meilleure règle? le DP. DP, pourquoi? On a moins de retard. Ben, donc, c'est vrai que le DP, c'est la meilleure règle pour les retards. Mais est-ce que c'est la meilleure règle pour le nombre moyen dans le système? Si mon objectif, c'est le... C'est la meilleure, je pense. Si mon objectif, c'est le nombre moyen dans le système, est-ce que la date promise est la meilleure? Chir. Non, Non. Donc, c'est vrai que, et c'est logique d'ailleurs, que la date promise, c'est la meilleure règle de priorité à utiliser pour les retards, parce qu'on a calculé concrètement un retard, mais pas pour le nombre moyen dans le système, ni dans le temps moyen dans le système aussi. Donc, ce qui est à retenir ici, c'est qu'il n'y a pas de meilleure règle, quel que soit l'objectif. Si on pose la question quelle est la meilleure règle de priorité, on doit fixer par rapport à quel critère. Quand est-ce qu'on peut dire que c'est la meilleure règle si tous les indicateurs ont la meilleure valeur pour tous les critères? Là, on ne peut rien dire sur la règle de priorité. Donc, la question quelle est la meilleure règle de priorité est incomplète. Je devais ajouter par rapport à quel critère. Si la question était quelle est la meilleure règle par rapport au nombre de commandes en retard, ce sera sans doute la date promise, le DD, le earliest delivery date. D'accord? Donc, ce qui est à retenir, c'est qu'il faut préciser une meilleure méthode, un meilleur algorithme, voilà, une meilleure règle de priorité par rapport à quel critère. D'accord? oui, On applique la règle de priorité. Nous avons une seule machine, un seul poste. Sinon, on utilise des algorithmes. Pour la deuxième partie de
la dernière séance, nous avons travaillé sur un cas particulier d'algorithme. Là, si vous revenez ici, vous allez trouver les enregistrements. Je pense, oui, vous avez une vidéo, elle est article comme en détail qui vous donne en détail la méthode hongroise. Donc, je ne peux pas reprendre la méthode hongroise, je vais résumer rapidement les étapes, mais vous pouvez trouver des détails dans la vidéo il y a 1 ou 2 années. Hein. Donc, on a commencé avec la méthode hongroise qui s'appelle, après bien sûr les règles de priorité, qui s'appelle aussi la méthode d'affectation. C'est un cas particulier qui est utilisé pour, par exemple, affecter des familles de produits à des zones de stockage, des commerciaux à des secteurs, des ouvriers à des machines, pour affecter des ingénieurs à des projets sur lesquels travaillent. Et l'objectif, ils vont travailler, et l'objectif, ce n'est pas de travailler sur la date de fin de traitement d'un seul projet, mais plutôt la date de fin de traitement de tous les projets, par exemple, la date totale de fin. Donc, c'est une minimisation de temps total alloué. Donc, le temps, c'est automatiquement un coût, hein, parce que c'est un coût heure machine ou heure homme. Donc, l'objectif, c'est de terminer la totalité des commandes, pas une seule commande ou plus tôt. On va procéder maintenant pour tous les algorithmes qu'on va voir ici. C'est une application avec algorithme. Je vais toujours vous proposer l'algorithme comme vous le voyez ici. Ça peut vous paraître un peu difficile, c'est pour ça qu'on ne va pas lire ou appliquer directement cet algorithme-là, mais on va utiliser euh, on va utiliser un exemple. D'accord? Bon, si on revient vers l'algorithme, on pourra le comprendre. D'accord? L'exemple que nous avons utilisé, c'est avoir 4 produits A, B, C, D et 4 machines 1, 2, 3, 4. La première remarque pour l'algorithme hongrois ou la méthode hongroise, c'est qu'il faut avoir une matrice carrée. Donc, on doit avoir un nombre de produits égal au nombre de machines. Sinon, si le nombre de produits dépasse le nombre de machines, on va proposer une machine virtuelle. Si inversement, le nombre de machines dépasse le nombre de produits, on va supposer un produit virtuel. On travaille le calcul de la méthode hongroise et puis on élimine la machine virtuelle, voilà le produit virtuel dépendamment du cas. Les étapes sont les suivantes. Réduire les lignes, c'est-à-dire soustraire la valeur la plus petite de chaque ligne pour avoir une matrice à ligne réduite. Le résultat, on va réduire les colonnes, c'est-à-dire soustraire la valeur la plus petite de chaque colonne en considérant aussi les zéros. On va avoir une matrice à ligne et colonne réduite, puis on va essayer de couvrir les zéros avec un minimum de traits. Comment on va couvrir les zéros avec un minimum de traits? On va commencer par chercher si nous avons 4, dans ce cas parce que la matrice elle est de dimension 4, si nous avons 4 zéros alignés. Ici, on n'a pas de 4 zéros alignés, on a par contre 3 zéros alignés, puis 2, puis 1. L'idée, c'est de ne tracer que des traits verticaux ou horizontaux, c'est-à-dire supprimer ou bien une machine ou bien un produit. On ne peut pas tracer un trait incliné. D'accord? Donc ici, on peut faire ça ou ça encore. C'est correct. D'accord? Une fois nous avons couvert tous les zéros par des traits, on va comparer le nombre de traits de couverture des zéros par rapport à la dimension de la matrice. Si le nombre de traits est strictement inférieur à la dimension, on peut pas avoir un nombre de traits supérieur, bien évidemment, c'est toujours inférieur ou égal. Si le nombre de traits est inférieur strictement à la dimension de la matrice, c'est-à-dire nombre de colonnes ou de lignes, on dit que la matrice n'est pas réduite et on doit continuer à travailler sur cette matrice-là. Comment on va continuer à travailler? On va considérer parmi les valeurs libres qui ne sont pas barrées par un trait, on va considérer la valeur la plus petite. Dans ce cas, c'est la valeur 2. On va soustraire ces deux des valeurs libres et ajouter le 2 aux intersections. Donc,
à la matrice, et bitra, c'est la même matrice, et la nouvelle matrice sera, ici on va soustraire 2 de 3, donc ce sera 3 moins 2, 2 moins 2, 0, c'est pas une valeur libre, et puis 3 moins 2, on aura 1, 0, 0, 1. Pour la deuxième ligne, 0, 0, 1 plus 2, 1. Après, est-ce que je vais modifier cette colonne-là? Non, parce que c'est une colonne qui est toute, enfin, une intersection, donc on va ajouter l'intersection 2. Et la dernière colonne, ce sera 2 moins 2, 3 moins 2, 0 et 5 moins 2. Et on va essayer de couvrir, pour la nouvelle matrice modifiée, couvrir les zéros avec un minimum de traits. On va chercher, est-ce que nous avons 4 zéros alignés? Non. Est-ce que nous avons 3 zéros alignés? Non. Est-ce que nous avons 2 zéros alignés? Oui. On commence par ici, par exemple, c'est aléatoire. Vous pouvez commencer par n'importe quel 2 zéros alignés et on va essayer de couvrir les zéros. On peut faire ça ou encore ça. C'est correct. On a toutes les lignes verticales, toutes les lignes horizontales, des lignes verticales, horizontales. L'essentiel qu'il n'y a pas de traits inclinés. Et on va vérifier si le nombre de traits de couverture est égal à la dimension de la matrice. Dans ce cas, oui, on dit que la matrice est optimisée. Et à partir de cette matrice optimisée, on peut déterminer l'affectation optimale qui va minimiser le temps total de traitement. Comment on va faire ça? On va considérer uniquement les intersections nulles entre machines-produits. Et ce sont les seules affectations possibles. Donc, je ne peux affecter A qu'à la machine 2, par exemple, parce que c'est le seul zéro sur la ligne, dans la matrice optimisée. Je peux affecter B ou bien A1 ou bien A2, etc. Et on doit commencer bien évidemment avec les produits qui ont une seule affectation autorisée. Dans ce cas, nous avons les produits A et B. Je dois obligatoirement affecter A à 2 et à la machine 3. Dans ce cas, j'ai affecté A à 2, B ne peut plus être affecté à 2 et donc doit être affecté à 1. Donc, j'ai affecté B à 1 et il me reste C pour la machine. Et on revient vers la matrice d'origine et on peut calculer la somme des dates, plutôt la date de fin de traitement de tous les jobs. Ça sera tout simplement, la durée totale c'est 5 plus 6 plus 4 plus 6. La date de fin, ce sera égal à combien? C'est max égal à combien dans ce cas? C'est max. La date de fin de traitement du dernier produit égale à combien? Si je vais tracer Gantt ici, comment je vais avoir Gantt ici? Je vais tracer Gantt pour une machine. Comment ça va être ce Gantt-là? On dit 4 machines, voilà. J'ai 4 machines. Donc je vais avoir M1, M4, M3, M2, M1 et M1. Dans les lignes, on a tous les produits. Produits A, B, C, D. مش مشكلة. Alors, نحطوا les produits. B, nous avons affecté A à la machine 2, donc un temps égal à un T égal à 5. Donc la durée de traitement de A sera égale à 5. À coller, si je vais tracer Gantt, qu'est-ce que je vais tracer Gantt? La date de fin de traitement de A égale à combien? La date de fin de traitement de A. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Donc, je vais terminer le traitement de A à T égale à
D'accord? Pour lancer B doit être lancé sur quelle machine, selon ce que nous avons calculé? B doit être lancé sur quelle machine? Machine 1, Machine 1, ça va durer combien de temps donc? 6, 6. Est-ce que je vais lancer ici la tâche B? non, وقتاش؟ à partir de 0, À partir de 0, et je vais avoir un B égal à 6, Luna, par exemple, et je vais terminer à T égal à 6. Donc C max égal à combien? J'arrête comme ça. On détermine. Normalement, on termine. c'est max est égal à 6. Très bien. Max est égal à 6. Très bien, Soleil Sahid. C'est max, mais vous devez être capable de lire ces max directement sans tracer. Mais juste une opportunité pour tracer quand là. D'accord? Donc c'est max égal à 6, c'est la date de fin de traitement par définition. C'est la date de fin de traitement de la dernière tâche qui est dans ce cas ou bien le B ou bien le C. Voilà. Ou bien le B ou bien le C. La remarque que nous avons évoquée aussi la dernière séance, c'est que on va terminer au plus tôt et on ne va pas considérer, voilà, on ne va pas lancer B sur 2 qui dure 2 temps, mais plutôt 6, c'est la valeur la plus grande. Donc, si l'objectif est un objectif général, on ne doit pas focaliser sur les temps élémentaires de traitement de chaque produit sur chaque machine. C'est ça l'idée de la méthode en croix. D'accord? Je vais vous partager cet exemple-là. Vous allez travailler sur 3 machines et 4 commandes. Donc, vous allez ajouter une machine virtuelle et on va corriger ça en classe. D'accord? Voilà pour la méthode en croix. On va passer maintenant à la troisième partie du cours qui est l'algorithme de Johnson. Donc, les règles de priorité, l'algorithme d'affectation qui est un cas particulier de calcul de la date de fin, d'optimisation de la date de fin de traitement total. Maintenant, on va passer à cette famille d'algorithmes qui travaillent sur bien un atelier en job shop, en flow shop, avec un objectif bien déterminé. Donc, on va commencer pour cette séance avec Johnson, Jackson, Moore, Hudson et Roy. Et Roy, réellement, n'est pas un algorithme d'optimisation, plutôt un algorithme qui peut remplacer Gantt. On va revenir à ça. On va commencer par l'algorithme de Johnson. Et Johnson va faire la différence entre un atelier formé par 2 machines, atelier formé par 3 machines, et atelier formé par plus que 3 machines, 4 ou plus. D'accord? Donc, l'algorithme de Johnson, c'est une famille, si vous voulez, une variante, des variantes d'un même algorithme qui optimise quoi? Qui optimise les ateliers en flow. J'applique l'algorithme de Johnson si j'ai un atelier en flow shop. C'est-à-dire quoi en flow shop? C'est-à-dire tous les produits, tous les jobs ont une même gamme de production. Si je travaille sur 2 machines uniquement, on commence avec 2 machines uniquement, on dit un produit sur 2 machines qui ont la même séquence, qui ont le même séquencement. Donc, obligatoirement, les produits de 1 à n passent par la machine A, puis la machine B, dans cet ordre-là, parce qu'on parle de job de flow shop. Donc, un atelier en flow shop, c'est l'algorithme de Johnson qui va optimiser le problème. Si je vais présenter ce problème sous forme de alpha, bêta, gamma, alpha sera égal à combien? N produits, 2 machines, même séquence, objectif. 2, N égale 2.
2, 2. c'est le nombre, mais l'organisation. Flow, c'est F2. L'alpha, je dois avoir 2 paramètres pour alpha. L'organisation physique et le nombre. Donc, ce sera F2, puisqu'on a la même séquence. Donc, ce sera un flow shop avec 2 machines. Ce sera alpha égale à F2. Gamma, pour l'algorithme de Johnson, c'est l'optimisation du temps opératoire. Donc, c'est le Cmax, c'est l'optimisation de la date de fin de traitement pour toutes les commandes. Donc, ce sera Cmax pour le gamma. Et pour pouvoir calculer ce Cmax, on a besoin de PI. Donc, ce sera F2, PI, Cmax. D'accord? Kiff, comme pour la méthode hongroise, nous avons l'algorithme et on va l'appliquer sur un exemple. On va considérer une entreprise qui produit des pièces nécessitant 2 opérations, un sablage et une perforation. Mais lorsque nous avons dit M1 puis M2, je peux préciser que tous les produits passent sur M1 puis M2. Mais parfois, c'est logique. Est-ce qu'on peut effectuer la perforation avant le sablage? Non. Est-ce qu'on peut effectuer, par exemple, la finition avant l'usinage? Non. Donc, parfois, l'ordre est imposé par la logique. Est-ce que je peux effectuer la peinture avant le soudage? Non. D'accord? Donc, parfois, on n'a pas besoin de préciser s'il s'agit quelle est la première et la deuxième étape, mais c'est imposé par la logique. Ici, c'est précisé qu'on doit effectuer le sablage puis la perforation. Et nous avons 5 commandes à lancer et nous avons la durée de chaque commande sur chaque machine. Donc, A va passer 6 temps sur la machine 1 de sablage, puis 8 temps sur la machine 2 de perforation. D va passer 9 temps sur la première machine de sablage, puis 7 ans sur la machine de perforation. Donc, F2, PI, Cmax, et Nakotel, comme je vous ai dit, c'est optimisé par Johnson. Vous pouvez dire qu'on peut optimiser ça par la règle FIFO. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va appliquer Johnson, on va appliquer la règle FIFO, puis on va comparer les résultats. Dima, notre objectif, c'est Cmax. D'accord? On va commencer par l'algorithme de FIFO, c'est-à-dire dans l'ordre ABCD. Nous avons fait pour la machine unique, mais on va travailler sur 2 machines dans ce cas. Pour l'algorithme de Johnson, nous avons 5 commandes et 2 machines. Johnson, qu'est-ce qu'il propose? Commencer par repérer le temps opératoire le plus court de toute la matrice, qui est dans ce cas 3. Repérer le temps opératoire le plus court de toute la matrice. Dans ce cas, c'est 3. Puis, vérifier si ce temps opératoire le plus court appartient à la première ou à la deuxième machine. Si le temps le plus court appartient à la première machine, on va placer la commande relative au début de la liste. Si le temps le plus court, comme dans ce cas, appartient à la deuxième machine, on va placer la commande C à la fin de la liste. Donc, la première itération m'a donné que la séquence optimale qui va optimiser le Cmax doit se terminer par la tâche C, par l'exécution de la tâche C. Après, on va supprimer ce C-là, bien sûr, parce que c'est déjà affecté. Et on va repérer parmi les temps restants quel est le temps le plus court de toute la matrice toujours. C'est le 5. Appartient à la première machine, donc E va être placé où? Au début. Au début de la liste. Donc on va commencer par E, terminer par C. On va éliminer la tâche E, puis on va chercher la valeur la plus petite qui est dans ce cas 6. Il y a un problème là pour placer les commandes A et B. Où est-ce qu'on va placer A et B? A après E et B avancé. On va placer A après E et B avancé. Voilà. A et B. Donc, si nous avions ici 6, 6, on peut choisir aléatoirement. Et dès que les 2 6 étaient pour la deuxième machine, voilà, pour la première machine, on va placer aléatoirement
les tâches. Hein. Mais là, on n'a pas de problème parce que l'année, c'est la première machine, donc on va placer au début de la liste, juste après la tâche que nous avons déjà affectée, et ici, juste avant la tâche que nous avons affectée en dernier. Et il me reste le D, donc on va le placer ici. Donc la séquence Mac qui va optimiser le Cmax selon l'algorithme de Johnson, ça sera E, puis A, puis D, puis B, puis C. Si on veut tracer GAMP, on va lancer parce qu'on va essayer de tracer GAMP ici. Alors, nous avons deux machines. M2, M1. Ok, on va faire ça. D'accord. Ah. Je vais juste écrire l'année. E, A, D, B, E, A, D, B. On n'a pas besoin de ça. Et nous allons tracer le Gantt pour calculer Cmax en fait. On a besoin de Cmax. Je pense que ça va être suffisant. Je ne sais pas. Oui. Alors, on va commencer par lancer E sur M1. Oui ou non? Ça va durer combien de temps? 5. 5. Donc, ça sera qui va durer 5 temps. D'accord? Après, je vais lancer E sur M2. Quand est-ce que je peux commencer le traitement de E sur M2? À À t partir de égale à 5. 5. À partir de t égale à 5. Ici, 1. Ça va durer 10. À E, durer 10. D'accord? Après, je vais lancer le A. Quand est-ce que je peux commencer le lancement de A sur M1? À partir de 5. À partir de la date de disponibilité de M1. On n'a pas d'autres informations. Donc, on ne peut lancer je comprends, A sur M1 que si M1 est disponible. M1 est disponible à partir de t égale à 5. Donc, je vais lancer A de durée 6. Puis, je vais lancer A sur 2. Quand est-ce que je peux lancer A sur 2? À partir de t est égal à 15. Donc, il y a DAD égale à 11. Si D égale à 11. Si D égale à 15. Quand est-ce que je peux lancer A sur 2? Pas deux conditions. Le traitement de A sur M1 est terminé, donc T égale à 11, et la machine 2 est disponible. On prend le max de ces deux dates. La date de fin de traitement de A sur M1 et la date de disponibilité de M2. Donc, je ne peux lancer A sur M2 qu'à T égale à 15 et ça va durer
Oui, c'est clair. On a deux conditions pour lancer une tâche. Et ça va terminer à t égale à 15 plus 8, 23. 23. Si j'ai 15 plus 8. 23 normalement. Oui, c'est 23, c'est ça. Merci. Mais après, je vais lancer quoi? Le D. Je vais lancer D sur M1. Quand est-ce que je peux lancer D sur M1? À partir de T. Égale à 11. Voilà. Donc, je vais lancer D. Durée. 9. 9. 11 plus 9, ça sera 20. B. Et quand est-ce que je peux lancer D M2? Max de 20 T9 et à 23. 8. Voilà. 23. Max de la disponibilité de M2 qui est 23 et la fin de traitement de D sur M1 qui est 9. Donc, je vais lancer D de durée M2. Bah, je vais lancer le B. Bien sûr, parfois, il y a un temps de transfert. Là, on doit attendre un peu. Hein. Mais on n'a pas de temps de transfert. Je commence à T égale à 20 pour lancer B de durée 11. Donc, par exemple, voilà. B. Est-ce que je vais lancer B machine 2? 31. هنا قديش احنا 23 plus 7 hein. هذايا c'est 23 plus 7 23 plus 7 قداش يجي 30. Alors, est-ce qu'on peut lancer كيفاش لقيناها 31 سليمة justement ديما c'est la date le max entre la date de fin de traitement de B sur la machine 1 et la date de disponibilité de M2 donc c'est le max entre 30 et 31. Donc, on doit commencer à t égale à 31 et la machine 2 va être en attente pour un temps. Et la durée, c'est 6. Voilà. Est-ce que c'est clair pourquoi t égale à 31? C'est clair ou c'est pas clair? C'est clair. La date de fin, c'est voilà. Il nous reste un seul job, une seule commande qui est la commande C. Ici, je vais lancer le C. Je vais commencer à t égale à 38. 38. À t égale à 38, je vais lancer le C10. droit عاد عنا. C'est pas. Voilà. Voilà. Donc, c'était 38 plus 3, 41. Donc, c'est max égal à 41. 41. C'est max égal à 41. D'accord? On a tracé le Gantt. Donc, l'algorithme d'ordonnancement m'a donné l'ordre. On a tracé Gantt pour trouver le paramètre optimal. D'accord?
Donc ici, on a max égale à 41 avec le kin, hein, le logiciel que nous allons utiliser un peu plus tard dans ce cours. Donc, C max égale à 41 avec un ordre de EAD BC comme nous l'avons trouvé. EAD BC, donc c'est l'ordre que nous avons trouvé en calculant l'algorithme, en appliquant l'algorithme de Jones. La question, si vous vous rappelez de la question au début, c'était de comparer ce résultat par rapport à un FIFO. Donc FIFO, tout simplement, on va refaire la même chose, mais en respectant l'ordre ABCDE et non pas EADBC. Et si vous pouvez vérifier, vous allez trouver ça. Vous allez trouver un Cmax égal à 50 avec un temps de 3, 1 et 10. Donc, le résultat de n'importe quelle autre règle de priorité va être, au meilleur des cas, aussi bon que le 41 ici. Donc, on ne peut, puisque on a dit l'algorithme de Johnson optimise la date de fin de traitement si nous avons un atelier en Flowshop. Donc, n'importe quel autre algorithme utilisé ou n'importe quelle autre règle de priorité optimisée ne peut jamais donner un meilleur résultat que ce 41-là. Donc, ou bien Piatini un résultat égal à 41, ou bien strictement supérieur à 41. Donc, l'ordre ici A, B, C, D, E, Yatini un Cmax égal à 50, et on peut aussi travailler, voilà, on peut aussi critiquer la méthode FIFO par un temps d'attente plus important de la machine 2. Vous voyez comment la différence entre 41 et 50, ce sont les temps d'attente de la machine 2. Au début, j'ai lancé la machine 2 après 5 temps, ici après 6 temps. Il y a 2 heures d'attente, il y a 10 heures d'attente. D'accord? Donc, l'algorithme de Johnson optimise le Cmax. On a vu la variante de l'algorithme de Johnson à 2 machines. D'abord, on va passer à l'algorithme de Johnson. Les Cmax et les temps d'attente. نرجع للalgorithme. Choisir la commande ayant le temps opérateur le plus court. Si le temps choisi appartient au premier poste, placer la commande en tête de séquence, sinon à la fin. Choisir parmi les commandes qui restent celles ayant le temps le plus court, et ainsi de suite. Et on s'arrête lorsque toutes les commandes sont placées, bien sûr. On trouve l'ordre, puis on calcule les dates de début de fin de chaque commande. Par Gantt ou la paroi, on va le voir par les suite. C'est clair pour Johnson 2 machines. Pour Johnson, 3 machines maintenant. Donc F3, PI, Cmax. Et toujours, les commandes ont la même séquence de traitement. Ça, c'est l'algorithme. Comment? 2 conditions à respecter pour pouvoir appliquer Johnson. On a commencé avec Johnson généralisé, le cas particulier de 3 machines. On va généraliser quel que soit le nombre de machines. Pour pouvoir appliquer Johnson à 3 machines, on doit avoir un temps de transfert entre les machines qui est nul et un temps de réglage qui est entre produits qui est nul. Donc, si on revient ici, le temps de transfert, lorsque on a supposé déjà que le temps de transfert est nul parce que dès que le traitement d'une commande sur une machine I se termine, on lance I plus 1. Donc, il n'y a pas de temps de transfert. S'il y avait un temps de transfert, on décale avec ce temps de transfert-là. Et il n'y a pas de temps de réglage entre les produits parce que dès que la machine termine le traitement d'une commande, on passe directement à la deuxième commande. Donc, il n'y a pas de temps de réglage. Donc, le temps de transfert entre les postes de travail, le temps de réglage entre les produits. Donc, ici, c'est vertical, ici, c'est horizontal. Pour appliquer Johnson 3 machines, on doit avoir un temps nul pour le transfert et pour le réglage. Donc, machine, on va considérer cet exemple-là avec 6 produits et 3 machines. Johnson, il propose quoi? Pour la généralisation à 3 machines, il propose de transformer ces 3 machines en 2 machines virtuelles, puis appliquer Johnson à 2 machines. Transformer ces machines en 2 machines virtuelles, puis appliquer Johnson classique à 2 machines. On va faire ça, on va calculer X et transformer en 2 machines virtuelles X et
et y. Donc, x, c'est calculé comme étant la somme des deux premières opérations, des camps opératoires des deux premières opérations. Puisqu'on parle de Johnson, donc l'ordre de passage de P1, c'est obligatoirement M1, puis M2, puis M3. Et c'est pareil pour le reste des produits. Hein. On a dit que notre Johnson il est applicable dans le cas d'un flow chart. C'est-à-dire l'ordre il est imposé et le même pour tous les produits. Donc, on va calculer X comme étant la somme des temps opératoires des deux premières opérations. Donc, on aura 8, 8, 10, 8, etc. D'accord? Puis, on va calculer Y comme étant la somme des temps opératoires des deux dernières opérations. Donc, on aura 8, 12, 8, etc. D'accord? Donc, ici, X et Y. Puis, on va calculer un paramètre K comme étant tout simplement X sur Y. Et on va considérer l'ordre donné en triangle en ordonnant le paramètre K par ordre croissant. Donc, on commence par le produit ou la commande qui a le paramètre K le plus faible et on met dans l'ordre le reste des produits. D'accord? Donc, machine virtuelle pour généralisation par la suite. Hein. Si nous avons 3 machines, on va calculer un paramètre K en traduisant les 3 machines en 2 machines virtuelles XY, calculer le paramètre K en respectant les conditions d'un temps nul de transfert et de réglage entre respectivement les machines, les postes et les produits. Et on va avoir un ordre, puis on peut tracer gain, sauf que ici, puisque nous avons 3 machines, on va ajouter la 3e machine et il y a un temps d'attente certainement plus important. D'accord? C'est pas le même exemple, bien sûr. Hein. Est-ce que c'est clair pour Johnson généralisé à 3 machines? On calcule Oui. le paramètre. On passe à la dernière partie qui est Johnson généralisé à n'importe quel nombre de machines à m machines. Donc ça sera alpha égale à fm pi c max pour alpha bêta gamma. Donc Johnson généralisé à m machines, toujours ayant la même séquence. Donc ici il faut faire attention à Rvina job en colonne ou les machines en ligne. Hein. Comme il faut faire attention à ce que nous avons les jobs en colonne ou en ligne. Donc le job 1 va passer 6 temps sur la première machine, 4 temps sur la deuxième, 1 temps sur la troisième machine, 2 temps sur la quatrième, 8 temps sur la dernière machine, sur la cinquième, et ainsi de suite pour le reste du job. On va appliquer l'algorithme de Johnson généralisé. Mais il y a une remarque très importante à évoquer. Johnson généralisé a plusieurs variantes. Donc, si vous cherchez sur Internet, vous pouvez trouver une autre variante, autre que celle que je vais vous la montrer. La logique, elle est la même. Qu'est-ce qui change? Ce qui change, pour n'importe quelle variante, il y a des conditions d'application de Johnson. C'est-à-dire, pour pouvoir appliquer Johnson généralisé, il y a une condition à respecter. Et là, je vais vous montrer une façon de faire les choses. On peut tomber dans une condition où la condition que je vais vous proposer n'est pas respectée. Donc, je ne peux pas appliquer Johnson. On doit chercher une autre condition à respecter, donc une autre variable. Il y a plusieurs variantes de Johnson. Ce qui est à retenir est non. Je ne peux commencer l'application de l'algorithme de Johnson à m machine, à un nombre quelconque de machines strictement supérieur à 3, que s'il y a des conditions respectées. Sans quoi ces conditions-là, on doit considérer les temps opératoires de la première étape sur M1 de tous les jobs, qui est en bleu ici. On va considérer la valeur minimale de ces temps opératoires, qui est égale à combien ici? 4. 4.
et on va la comparer à la valeur maximale des machines intermédiaires. Je supprime la première et la dernière étape. Je repère la valeur la plus grande qui est dans ce cas égale à 5. et je vais vérifier si 4 est supérieur ou égal à 5. Est-ce que 4 est supérieur ou égal à 5? Non. Non, donc la condition Non. est là. Donc la condition n'est pas respectée. Jusque-là, je ne peux pas appliquer Jones. Cette variante propose une deuxième condition. Si la première n'est pas respectée, on peut vérifier la deuxième. Je considère la dernière étape, la valeur minimale des temps opératoires de la dernière étape, et je vais comparer ce temps minimal à la valeur maximale toujours des machines intermédiaires. Donc je vais comparer quoi à quoi? 5 par 5. À 5. Est-ce que 5 est supérieur ou égal à 5? Oui. Oui. La condition est vérifiée et je peux appliquer. Il suffit qu'une seule condition soit vérifiée pour pouvoir appliquer. Pourquoi je vous ai dit qu'il y a d'autres variantes de Johnson? Parce que je peux tomber dans une situation où les deux conditions ne sont pas respectées. Donc, je ne peux pas appliquer cette variante de Johnson, on doit chercher autre chose. D'accord? Mais si je trouve au moins une condition respectée, les deux, ça ne change rien, mais au moins une condition respectée, je peux appliquer l'algorithme de Johnson. C'est clair? Donc ici, je vais appliquer Johnson parce que j'ai la deuxième condition respectée qui est le temps minimal de la dernière étape, opérateur le minima de la dernière étape est supérieur ou égal au maximum des temps opératoires intermédiaires. Je vais appliquer donc Johnson parce que j'ai une condition respectée. Là, c'est un peu comme Johnson généralisé à 3 machines. Je vais calculer 2 machines virtuelles, X et Y. X sera la somme des temps opératoires des M-1 premiers temps opératoires de chaque job. Donc, je supprime la dernière étape et je calcule la somme des M-1, si nous parlons de M machine ici, M égale à 5, M-1 temps opératoire. Donc, X pour J1 sera égal à 6 plus 4 plus 1 plus 3. Et Y sera la somme des M-1 derniers temps opératoires. Pour X, je supprime la dernière étape. Pour Y, je supprime la première étape des temps opératoires relatifs à chaque job. Je commande. Il faut faire attention, on fait ligne ou colonne là. D'accord? Je vais avoir tout simplement 13 et 15. Question? Vous avez une question? Non. B. Pour J2, X égale à combien? 17. A et Y. 21. Il suffit de calculer les M-1 premier temps opératoire ou bien M-1 dernier temps opératoire. Après, j'ai ici un problème, comme si j'ai un Johnson à 2 machines en fait. Donc, c'est quoi comment on peut procéder? Je prends ça. Et vous allez vous rappeler de Johnson à 2 machines. Hein? On va commencer par quoi? On a repéré le temps opératoire le plus court de toute la matrice, qui est dans ce cas égal à 10. égal à 10 appartient à la deuxième machine, donc où est-ce que je vais placer G4? La dernière étape. Entre Y. Ici. B. Et on va supprimer ça. C'est déjà placé. Après,
13 de J1 13 de J1. Où est-ce qu'on va placer J1? à la première. Au début de la liste. Voilà. Oui. Puis, 16 de J3 J3 après après J1. J1, J1, J2, J4. Voilà. Donc, nous avons l'ordre 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 1, 3, 2, 4. Puis, on va bien tracer Gantt, comme nous avons fait ici. Dans l'ordre, considérer 4, 5 machines, on va considérer Gantt. Et là, on peut calculer plutôt. On peut calculer les dates de début, de fin de chaque job sur chaque machine. D'accord? Quoi ce rouge là? Alors, on commence. Hein? Donc, par défaut, on commence la première étape. C'est dans l'ordre. Hein? M1, M2, M3, M4, M5. Il faut faire attention, j'ai inversé les lignes et les colonnes. Je commence J1 à t égale à 0. Ça se termine à t égale à 6, 6. Bah, je commence sur M2 à t égale à 6, je termine à t égale à 10, 10, et ainsi de suite. Je commence à t égale à 10, je termine à 11, je commence à 11, je termine à 13, je commence à 13, je termine à 21. Maintenant, quand est-ce que, dans l'ordre Hedin, quand est-ce que je peux lancer J3 sur M1? à partir de 6, À partir de t égale à 6. Et ça se termine à t égale à 4. 4 plus 6. 12, À t égale à 10. Et on termine ainsi de suite. D'accord? Quand est-ce que je peux lancer J2 sur M1? à partir de t est égal à 10, Ça se termine à t égale à 15. Bah, commencer à t égale à 15, terminer à t égale à... Commencer à t égale à 15, terminer à t égale 18, non, 15 plus 5. 20, 20. Commencer à t égale à 20, terminer à t égale à 23. 23, Oui, bah, commencer à t égale à 23, terminer à t terminé à égale à 27, 27. Oui, commencer à t égale à 27, terminé à 36, commencer à t égale à 27, terminer à t égale à 27 plus 30, 9. Est-ce que vous êtes d'accord sur ça? Est-ce que oui. vous êtes tous d'accord sur ça? Est-ce que à t égale à 27, Soleima, la machine 5 est disponible? Ah non, à partir de 29. Voilà, donc il faut, comme pour Grant, il faut comparer la date de fin de traitement de J2 sur M4 et la date de disponibilité de M5. Vous faites intuitivement. Il faut pas faire intuitivement. Il faut comparer à chaque passage la date de fin de traitement de la tâche du job J sur la machine I et la date de disponibilité de la machine I plus 1. D'accord? Il faut faire attention. Hein? D'accord? On calme le quatrième. Hein? Commencer à t égale à 15, 15, terminer à t égale à 22. 15 plus 7. Commencer à t égale à 22, terminer à t égale à 24. Commencer à t égale à 24, terminer à t égale à 26. 31. 26, 26. Commencer à t égale à 26, terminer à t égale à 27, c'est ça? oui. Oui. نفس الغلطة يا سليم؟ لحظة مدام. Commencer à t égale à 26. 29, لا لا
لا هو 1. Quand est-ce que la machine 4 est disponible? من 27. Voilà, donc commencer à égal à 27 jusqu'à 28, من 38. mais 38 jusqu'à 43. 3. Voilà. C max égale à 43. C'est exactement ce que nous avons présenté si on avait présenté Gantt. C'est l'algorithme de Roy qu'on va voir plus tard, comme une méthode plus simple de calcul. Donc, on a calculé intuitivement l'algorithme de Roy, mais il y a une méthode, un algorithme appliqué pour calculer Roy. D'accord? Voilà, on a terminé avec l'algorithme de Johnson qui est utilisé lorsque nous avons n'importe quel nombre de jobs sur 2, 3 ou m machines strictement supérieures à 3 en respectant certaines conditions pour chaque variante utilisée. La base, c'est toujours Johnson A2 machine. D'accord? C'est clair? Des questions? Non, madame. مدام جيست Non. Oui. الاوردر جي ان كيفاش الاوردر كيفاش خديته بالضبط Ici? جي ان جي 3 جي 2 جي 4 كيفاش On خديته a appliqué Johnson A2 machine. D'accord, Johnson A2 machine, le premier algorithme de Johnson que nous avons vu. وي On a appliqué, on a transformé les données brutes. Là, les données brutes. Ça, c'est compris comment on a trouvé x, y. لا مدام كاين الاوردر كهو L'ordre, اوردر كهو كيفاش تطلعوك جي ان on كهو oublie que nous avions 5 machines. On suppose que nous avons uniquement 2 machines. Et on وي revient à la première variante. Là, on applique cet algorithme-là pour trouver l'autre. Johnson a 2 machines. On l'a appliqué. Ici. D'accord? Donc, tu appliques Johnson à 2 machines. Ok? وي Voilà. La prochaine fois, vous aurez un test sur la méthode d'affectation, un test sur les règles de priorité. Johnson, on va revenir à Johnson Features. Donc, juste, jeudi prochain, on va l'avoir comme congé au lait. Donc, vous aurez un test sur l'algorithme d'affectation et les règles de priorité. D'accord? D'accord, madame. Voilà.